En direct de l'adversaire, Bob Ludique à Montréal, oui. Mathieu et Maxime font un podcast. Oui. Ça ressemble à ça. Oui, mais on peut pas un podcast sur les jeux de société. Non, mais tu sais, je voulais le mentionner au début parce que je l'oublie tout le temps. Ouais. Mais quand même remercier encore une fois le pub qui est une boutique également oui. en temps de COVID. Donc, vous pouvez venir ici, louer des jeux, les acheter également. Ouais. Et quand tout ça sera fini, ben, vous viendrez prendre un verre et jouer au jeu avec des amis, la famille. Il y a de la bonne bouffe aussi. Il y a des soirées thématiques. Donc, je ne voulais pas les oublier, ce coup-là. Ouais, c'est vrai. Pour ça que j'ai... Mais merci à eux. Oui, un gros merci. Et hey, aujourd'hui, on poursuit sur notre dernier épisode. Eh bien oui. Parce que Denis Villeneuve, et là, on peut peut-être l'appeler Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Il est tellement aimé, Denis Villeneuve. Ouais. Et moi, ça me surprend, puis ça me rend fier en même temps, mais de voir à quel point il est listé parmi des réalisateurs préférés, les plus prometteurs. Ou, les gens sont excités quand il sort un film. Oui, puis moi, je vais souvent sur Reddit, qui est comme un forum de discussion. C'est beaucoup américain, mais il y a beaucoup de gens de partout dans le monde. Et on voit souvent d'où proviennent les gens qui commentent. Ouais. Et c'est pas des Canadiens, Québécois, là, c'est souvent des Américains. Puis ils sont comme hey, là, j'ai hâte, là, puis n'importe quoi ce qui sort à partir de maintenant, je suis là. Puis, c'est une méchante belle progression qu'il y a eu. On va espérer que Dune ne soit pas la fin de tout ça. Ben non, je pense pas. Le film maudit. Ça arrive à bien des grands réalisateurs. Des fois, ils pognent un mur, mais on touche du bois. Ceux qui sont attaqués à Dune ont survécu à Dune, là, fait que sûrement que ce ne sera pas la fin. Exactement. Je pense que David Lynch s'en rappelle même plus qu'il a fait ce film-là. Non, puis Jodorowsky ne l'a jamais fait. Mais lui, il s'en rappelle. Il s'en rappelle beaucoup trop. On va commencer avec son premier film américain qui est sorti en salle. On parle de sortie. Ça, je m'en allais dire. On va y aller en termes de sortie. Okay. On fait ça? Mais on peut l'expliquer aussi que c'était le deuxième qui a été fait. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, après Incendie, ça lui a ouvert plein de portes. Et il est allé à Toronto et là, il a fait Enemy. Il a tourné Enemy du moins. Oui. Et je pense qu'il connaissait le producteur. Il voulait travailler avec un producteur de Toronto. Ben, c'est coproduit par Microscope aussi, qui est québécois. Puis ils ont commencé, Microscope a commencé aussi à faire des coprods internationales. Oui, parce que c'est une coproduction canadienne, espagnole et française. Oui, c'est ça. En tout cas, les sous viennent de ces trois pays-là. Avec un acteur américain, mais on va reparler après. Puis... Bref, il a fait ce film-là et rapidement immédiatement après, il s'est mis à tourner Prisoners. Mais c'est Prisoners qui est sorti en premier. Oui. Même si c'est le deuxième hors Québec qu'il a réalisé. Et sont sortis la même année, les deux en 2013. Ouais. Donc, on a vraiment d'un côté un film comme Enemy, qui est un film mystérieux, énigmatique, moins de budget, néo-noir. Abstrait, oui, symbolique. Symbolique, oui, c'est ça. Et un thriller un peu plus hollywoodien, mais quand même pas à saveur cliché, là, mais vraiment plus... Un classique, mais très bien fait. Oui, non, vraiment. On va aller dans l'ordre qu'on les a vus, mettons, en salle. Oui, exactement. Ouais. Bon, ben donc, Prisoners 2013, Hugh Jackman, Jake... Gyllenhaal. Moi, c'est comme ça que je le prononçais, mais j'ai écouté les entrevues, puis... Gyllenhaal. Ça le prononçait avec un J. Gyllenhaal, je pense que c'est ça. Viola Davis, Paul Dano, Melissa Leo. Gros casting. Oui. Là, on est dans un thriller, quelque chose de... Un synopsis assez classique. Oui. Mais l'histoire ne l'est pas tant, mais la base, la prémisse, qui est un père de famille, en fait, deux familles, qui sont amis et qui ont chacun une fille en bas âge. Les deux filles, 5-6 ans, se font kidnapper. Donc, la police rentre en ligne de compte, menée par Gyllenhaal, mais je vais dire Gyllenhaal parce que j'ai toujours dit ça. Jake, qui joue un policier un peu tourmenté, très seul, mais qui a résolu toutes les cases qu'il a pris dans sa carrière. Ouais. C'est un peu la prémisse. Ouais. On peut s'arrêter là. On peut arrêter là, mais c'est un film... Moi, ce qui m'avait fait capoter, premièrement, c'est la maîtrise de Villeneuve complète de comment créer une... Mais il l'avait prouvé avant. Oui. Mais là, il a comme atteint quelque chose au niveau de nous fournir une tension. Ben, c'est la première fois qu'il est comme dans un réel film de genre. Ouais. Là, il y a une tension qui est, comme tu dis, est très importante, parce que sinon le film tombe en limbe. Là, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas cette tension-là tout au long. Et il maîtrise vraiment parfaitement bien, juste avec l'ambiance dès le début, avant même qu'il se passe un acte réel. Ouais.
t'es pas bien, c'est super pluvieux, on est dans un environnement de petite banlieue de la Pennsylvanie où c'est ça, les personnages sont déjà très forts. Là. Hugh Jackman, qui est comme un père, un survivaliste qui est très de droite, j'imagine, religieux, conservateur. Puis, probablement un de ses meilleurs rôles. Il est très bon. À part Logan. Oui, j'ai pas vu encore, mais non, c'est probablement un de ses meilleurs rôles. Non, pour il est vrai. vraiment très bon. Ouais. Très, très bon. Il y a une tension. Et ce qui est vraiment... Le film est quoi? 2h33? Une affaire comme ça. Très long. Et il prend son temps. Il y a comme... Tu sens qu'il c'est ça. Il est comme aucunement stressé de couper coin rond. Puis c'est la lenteur de la patente qui est pas... c'est pas une lenteur plate. Là. C'est une lenteur qui va te créer une tension parce que tout est dans le non-dit. Tout est dans l'espèce de jeu de trouver le policier veut trouver des preuves, mais il n'y a comme vraiment pas de preuves. C'est nébuleux. Puis tout le monde devient prisonnier de ça, évidemment. Puis c'est prisonnier avec un S, mais prisonnier de différentes façons. Puis je trouvais que c'était vraiment intéressant, justement, pour une fois, de ne pas juste faire OK, il y a une enquête, on cherche. C'est plus que ça, parce que ça tourne autour du père, d'un présumé kidnappeur. Mais on ne sait pas, il est comme vraiment pas tant là. Joué par Paul Dano, excellent. Paul Dano, comme d'habitude. Il faut dire, dans le fond, il a la mentalité d'un enfant de 10 ans, mais c'est un adulte. C'est un adulte. Et Jake Gyllenhaal, qui lui trouve rien, mais comme fait que tout le monde est comme prisonnier de leur partie d'histoire, tu sais. Ouais. Mais même les femmes, là, je veux dire, la femme à Hugh Jackman qui est juste ses médicaments puis elle dort tout le long du film, grosse dépression, et prisonnière de ça, tu sais, aussi. Là. Il y a plusieurs couches à tout ça. C'est pas juste un whoudonite. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Mais toi, ma bonne question, tu l'as-tu vu en salle? Oui. Y avait-tu beaucoup de monde quand tu es allé? Moi, la salle était presque pleine. Moi, j'étais allé un après-midi, sûrement plusieurs semaines après la sortie, donc non. OK, moi, j'étais allé, la salle était presque pleine. J'étais assis plus en arrière, ce qui est rare pour moi. D'habitude, j'aime ça être plus en avant pour avoir des gens qui me dérangent, mais cette fois-là, j'ai vraiment trippé parce que je voyais les têtes, je voyais les gens et tout le long du film, ça se tortillait. Il y avait un silence dans la salle, une espèce de lourdeur, mais comme tout le monde, pendant 2h15, t'es OK. Et c'était le fun d'avoir. J'étais comme, oh boy, il nous a eu, il nous tient et il nous tient jusqu'à la fin. Il prouve encore une fois son storytelling, à quel point il maîtrise justement comment raconter une histoire avec la caméra. Je veux dire, ça perd pas de temps, rapidement. Chacune des scènes est importante puis est significative aussi. On dit sur un des personnages ou les personnages ou l'enquête. Ça me frappait encore plus là, parce que je l'ai réécouté récemment. Mais là, quand est-ce qu'on parle de M. Deakins? On peut en parler. Première collaboration avec Roger. Oui. Le monstre sacré de la direction photo. Il est rendu à 70, 75, je sais pas, il est rendu à quel âge, 72 ans. Il a commencé dans les années 80, j'imagine? Oui, il a fait beaucoup de documentaires au début, ce que je sais. Il a fait des Cohen, beaucoup. Il a suivi les Cohen. Il a embarqué là-dedans, mais c'était un gars assez mythique. La direction photo. Ouais. Puis ça m'avait énormément excité de faire OK. Moi, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Deakins. Non, j'étais pas. Moi, j'étais impressionné par son travail énormément. Puis c'est lui qui a fait Skyfall, un film d'action. Oui, l'année d'avant. Qui était comme nommé aux Oscars, puis c'était tellement beau la lumière, puis tu fais comme OK, ça peut être ça aussi. Mais de toute façon, on l'a fait dans un autre épisode, là, mais ça peut être ça aussi un film d'action. Ça peut être beau. Avec une belle lumière au lieu d'être tout le temps éclairé, bizarre ou trop sombre. Mais fait que moi, quand Villeneuve signe pour Prisoner, je suis comme OK, le casting sort, OK. Ah oui. Ce qui m'a excité, c'est quand ils ont fait OK, il a signé avec Deakins, je suis comme what? C'est comme son premier vrai film américain, puis il signe Deakins avec lui, puis j'étais comme. Mais Deakins, parce qu'il avait vu Incendie, puis... c'est pas mal ce que les acteurs ont dit aussi. Là. Hugh Jackman, à cause d'Incendie, il a dit oui. Tu sais, je suis comme, OK, ce film-là a tellement été important dans sa carrière, là, ça a tout changé. Oui, c'est clairement. Puis il a frappé un coup de circuit avec Prisoners parce que ça l'a... Là, tout le monde, en fait, un public un peu plus large, a fait comme oh. Oui, il avait une référence américaine aussi, là, en se disant OK, il est venu chez nous, il a fait ça, ça peut compétitionner avec tous les autres grands réalisateurs. Il a fait bien jouer Hugh Jackman. Mais moi, je l'aime habituellement. Il est bon. C'est quand même un bon acteur. Il est bon, mais tu sais, là, tu fais comme OK, là, il
Là, il y a une coche. Là, évidemment. C'est parce que souvent, je pense... Je vois peut-être plus des trucs romantico, comédie musicale. Ou bien on l'associe au X-Men, qui est super bon là-dedans, mais tu sais que c'est pas le gros truc très déchirant. Là, parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans Villeneuve. C'est ça qui est le fun, parce que c'est beaucoup de non-dits, beaucoup de regards, beaucoup de double émotion, c'est beaucoup l'espèce de la colère puis la peur, une espèce de dualité dans tous les personnages. Lui, c'est ça, là, il a peur, mais il est en colère, tu sais, puis quand il va kidnapper justement le présumé coupable, Paul Dano, il va le martyriser, puis mais des fois c'est pas juste, c'est violent, mais c'est pas nécessaire, c'est pas graphique, c'est presque pas montré même, c'est juste dans sa performance, dans sa rage, dans les regards, puis des fois c'est dans les silences, et ça peut être dans les cris comme ça peut être dans les silences parce que ça s'échelonne sur plusieurs jours, puis des fois t'as juste lui qui est comme je sais que c'est toi, fais juste me dire où, puis il chuchote, puis mais il est encore dans la rage, mais de façon plus subtile, puis il joue dans cette espèce d'échelle-là d'émotion qui est incroyable. Puis j'écoutais un peu justement Roger Deakins, il y a un podcast avec sa femme au cinéma. J'en ai écouté beaucoup d'épisodes, puis il y en a un avec Gyllenhaal, puis ils reviennent sur Prisoners. Puis c'est ça. Jake, il remerciait Deakins parce qu'il dit, des fois, il y a des scènes que tu fais comme je sais pas comment je vais le jouer. Puis là, tu arrives avec un DOP aussi fort que toi, puis tu m'as sauvé la vie à 2 reprises dans le film. Parce donne-moi un exemple. Il y avait la scène, puis là, je vais essayer de ne pas spoiler, mais c'est un peu plus vers la fin où toutes des boules dans un plan que je dirais rien, mais dans le sens, vous savez qu'à la fin du film, il va y avoir un dénouement. Il va trouver fait qu'il trouve la petite fille. Il y a un coup de feu. Il y a comme 2-3 affaires qui se passent très vite. Et lui, il est atteint d'une balle. Il faut qu'il s'occupe de la petite. Puis il avait dit, je ne savais pas comment j'allais jouer ça. OK. Parce que c'est comme too much tout en même temps. Mais il dit, je comprenais l'idée qu'on veut que ça... Comme, on sente une espèce de décharge, un peu comme un coup de fusil, mais... Mais il dit c'est les plans que Deakins a finalement choisis, avec sûrement Villeneuve, mais là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on ne le voit pas. Une fois qu'il tombe à terre, quand il revient, la cam est sur la petite fille. OK. Et pas sur lui. Fait qu'il n'avait pas à jouer. À jouer ça. Il avait juste à se relever et aller la chercher. OK. Et lui, il était stressé par ce moment-là. C'est parce qu'il se disait, normalement, les gros films hollywoodiens, il aurait gardé la cam sur moi. Ouais. Une vedette du film. Lui, il l'a dit pas avec un ego, mais dans le sens, sûrement ça va être ça. Puis il a fait, non. La petite fille en avant-plan, lui flou à l'arrière. Qui revient, il va chercher, mais on voit juste son corps, ses bras qui la pognent. Fait que c'est ça. Fait qu'il dit, tu m'as sauvé la vie. Je n'avais aucune idée, puis j'angoissais depuis des jours avant de faire ça. Puis il disait, comment tu joues ça? Je me faire tirer avec une balle, puis comme... Ah ouais, puis ce qui mène à une scène de voiture là, interminable. Mais je dis ça positivement parce que t'es comme... Ah ouais! Va-t'en à l'hôpital. C'est long. Ah mon Dieu, j'avais vu le film puis j'étais assez énervé encore la deuxième fois. Mais c'est la force de Villeneuve. Il réussit à nous rattraper à chaque fois. Ah ouais, puis on va tout de suite passer à l'autre. Puis de toute façon, on va sûrement revenir. Ouais, parce qu'il y a des liens à faire. Exactement. Donc, Enemy. Fait que le deuxième, mais le premier. premier. Ben, c'est même pas un film américain. Mais non, mais c'est juste à cause que c'est en anglais, puis Gyllenhaal encore une fois. Alors, on pense que c'est comme un film américain. Je pensais que c'était américain avant. Surtout qu'il est sorti en deuxième. Ouais. Je pense que ça a été 2014 au Canada, mais la vraie date, IMDb dit 2013. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, je sais pourquoi. Je peux te dire pourquoi il y a un délai. Il y a eu des gros problèmes. Ils ont fait beaucoup de post-prod. Après, ils ont arrangé énormément d'affaires. Dont des vêtements des acteurs. Parce que Villeneuve, mais on peut peut-être... Vas-y, avec l'histoire. Je vais finir l'histoire. C'est que Villeneuve, il est tombé dans un trip avec Jake Gyllenhaal et le directeur photo. Et puis, il s'est excusé dans l'entrevue un peu plus tard parce qu'il a dit, il dit, c'est la première fois que ça m'arrivait que je tripais avec ces deux-là, mais j'expliquais rien à personne. Et tout le monde était confus parce que de par l'histoire dont on va expliquer pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais fait que là, ils ne savaient plus, les costumières ne savaient plus, là, parce que souvent, ils filmaient dans un appart pour toutes les scènes. Là, ils ne savaient plus c'était quel moment, qui. Parce qu'il y a deux Jake Gyllenhaal dans le film. Là, ils ne savaient plus quel était qui. Puis là, sa blonde, mais là, c'est tout ça.
Fait que là, ça ne marchait plus quand ils sont arrivés en montage en se disant, il change la couleur des vêtements, des fois pour... ça, c'est de la job, là. Oui, c'est ça. pour perdre de temps, là. Oui, ben c'est ça, mais en tout cas. Fait que, ouais. C'est ça. L'histoire, c'est on a Jake Gyllenhaal qui est un professeur universitaire, je pense. Oui. Et qui... professeur d'histoire. Très blasé, et se fait suggérer un film, va regarder le film et va s'apercevoir à l'écran, donc un espèce de, quasiment un figurant dans le film qui lui ressemble énormément, va comme être très curieux à partir de là, va chercher, trouver son nom, il y a un autre nom, essayer de voir les autres films qu'il a fait, louer les autres films qu'il a fait, et là, se rend compte qu'il est identique, il est pareil comme moi, donc faut que donc il va partir à essayer de le traquer, trouver c'est qui cet acteur-là, qui n'est pas une grosse carrière d'acteur, là, une espèce d'acteur D. Là. Il y avait 3 films. Oui, c'est ça, 3 petits films. Et donc, va trouver son adresse, trouver son agence, essayer d'appeler chez lui, essayer de s'immiscer dans sa vie pour connaître la vérité de tout ça. Tu sais. Donc, et qui est inspiré tiré du roman de Double. Donc, qui est paru en 2002. Le titre du roman le dit plus. Mais c'est ça. Toi, tu l'as-tu aimé ou tu l'as détesté ou les deux? Les deux. Mais, c'est parce que je l'ai vu au cinéma à l'époque, quand ça sortit. Puis, je suis sorti de là très, très, très confus. C'est que moi, tu sais, quand c'est ce genre de film-là, très abstrait, très comme on donne pas les clés, tu sais, c'est pas expliqué. Je pense que c'est pas parce que je suis niaiseux. C'est juste que la manière dont j'écoute les films, je suis très comme dans l'émotion, puis je réfléchis pas tout le temps. Tu sais, je suis là à capter l'image, les affaires, mais je suis pas en train de faire « OK, ça, c'est ça, c'est ça ». Fait que là, le film finit, puis je suis comme « Ah, OK, il faut que je le revoie », tu sais, souvent. Et là, j'ai revu, je l'ai un peu skippé vite, mais là, je comprends un peu plus le truc. Fait que, c'est le genre de film qui me challenge un peu. Parce que souvent, moi, ce qui m'attire plus au cinéma, c'est des je vais appeler un bon anglicisme, une raille d'émotifs. Plus que cérébral. Quoique, c'est pas dénué d'émotion, ce film-là, c'est pas. Mais le plaisir du film, c'est d'être justement qu'est-ce qui se passe, ils sont deux, puis là, on comprend pas le truc. Mais toi, je me demandais, toi étant un fan de Lynch, comment t'as aimé ça? Ouais, moi, je l'ai aimé. Premier coup, ça n'a pas été un coup de foudre. Tu sais, je l'ai écouté et j'ai fait « Ah ouais, j'aime ça », mais c'est sûr que là, j'étais plein de questionnements. Fait que des fois, ça freine un peu. Tu es plus dans ta tête que tu es dans le film. Fait que tu as des scènes qu'il faut que tu reviennes en arrière parce que tu es trop en train de réfléchir. Mais en regardant ce matin des scènes, puis en lisant, puis je trouve que c'est un très bon film. Puis, étant donné que j'aime ce type de film-là, pas juste parce que le côté énigmatique et symboliste, mais aussi l'espèce de personnage qui va traquer quelqu'un d'autre. Là. C'est drôle parce que j'ai écouté dans la même semaine, cette semaine, de Machiniste. Avec Christian Bale. Mais très maigre, Christian Bale. Très maigre, je l'avais pas vu non plus. Puis c'est ça aussi. C'est pas pareil, mais il va espèce de traquer quelqu'un qui est un peu son double, qui est le seul à voir. Donc, il y a ça. Puis, tu sais, ça me parle beaucoup. On peut remonter à Vertigo, qui est un peu ce style-là, Fight Club. Donc, j'aime ce côté-là. Puis, je pense que ça me dérange pas tant de pas connaître la vraie, mettons, la vraie histoire selon le réalisateur ou le scénariste. Ça me dérange pas trop. J'aime l'idée. Puis je me plais avec l'idée. Je vais creuser, je vais essayer de comprendre parce que c'est plus fort que moi. C'est quand même humain, là, tu veux des réponses. Mais il y a quelque chose qui me satisfait dans l'idée que, c'est-tu deux personnes? C'est-tu deux revers de la même personne? Moi, j'aime penser que c'est la même personne. Et que c'est deux facettes. Je t'annonce que c'est ça. C'est un combat du subconscient, en fait. Oui. Puis là, on va peut-être rentrer dans un mode spoilers pour ceux qui l'ont pas vu. On peut rentrer. Parce que là, c'est ça le film, c'est que c'est tellement... c'est ça que je veux parler avec Max, parce que sinon, on n'a rien d'autre à dire. Non, mais c'est très... c'est ça, c'est un combat de son subconscient, en fait. Donc, le vrai... personnage, c'est le professeur. Et l'autre, c'est son identité machiste, un peu
cool guy, l'acteur qui couche avec plein de femmes. C'est ça. Parce que dans le fond, il a trompé sa femme. Mais ça, c'est dit dans le fond parce que la mère revient et elle dit tout le temps comme moi, là, faut que tu choisis, tu sais, comme tu settle down, que tu choisisses ta tata, que ça revient tout le temps. Fait que tu catches que c'est son. Il y a peut-être une deuxième personnalité, tu sais. Clairement, il y a un dédoublement, un vrai dédoublement style schizophrénique, là. Ouais. Parce que quand à un moment donné, il voit sa femme enceinte, quand il est en prof, mais normalement, elle la connaît, l'acteur, elle est apeurée. Puis elle l'appelle, elle veut appeler Jake Acteur. Ouais. On va l'appeler de même pour Jake Acteur, c'est ça, plus ça. Puis on voit Jake professeur s'en aller. Puis sortir du cadre. Quand il sort du cadre, là, il répond. Oui, exact. C'est pas difficile à comprendre, non. mais d'avoir 100% puis d'expliquer parfaitement tous les araignées. Tu sais, Prisoners avaient les serpents puis les labyrinthes. Ben, Enemy avait les tarentules. Puis c'est ce côté-là aussi qui est pas clair. Là. Les araignées, je sais pas si tu as vu en lisant un peu, mais il y a une sculpture d'araignée. Ben oui. En Ontario. Je ne pense pas qu'elle est à Toronto exactement. Non, je vais le retrouver. Mais c'est une méga araignée qui ressemble énormément à une des araignées qu'on voit là, dans le truc. Elle ressemble énormément. Puis la sculpture s'appelle La Mère. Ah ouais, OK. Pour de vrai, la vraie structure, ouais. Ah, ouais. Mother. Fait que ce serait... C'est que lui, c'est que le personnage est complètement machiste, puis il voit les femmes comme... une menace à son identité parce que sa mère n'arrête pas de taper sa tête puis sa femme veut pas qu'elle se fasse tromper. Ouais. Fait que, tu sais, maudite folle. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est parce que les 4 moments qu'on voit les araignées, c'est des moments où il y a un petit moment avec sa mère, une altercation. Tout de suite après, on voit la shot sur Toronto. Ouais, ben c'est ça. Moi, je lisais, c'était un peu la part de l'engagement aussi. Ouais, ben c'est la même chose. C'est ça. C'est qu'il y a peur de s'engager, fait que l'araignée symbolise ça, l'espèce de crainte. C'est ça, c'est une des peurs les plus communes, là, tu sais. Ouais, puis c'est parce que aussi souvent, je sais pas si c'est toutes les araignées, mais il y a beaucoup d'araignées aussi qui mangent l'homme après la conception de l'enfant. Fait qu'il y a cette crainte-là, tu sais, sa femme est enceinte, il y a comme, est-ce qu'elle va m'avaler, tu sais, puis en tout cas. Ouais. C'est intéressant. Ouais, je pense que c'est quand même sous-estimé comme film. Ouais. À la lumière de tout ça, là, puis c'est sûr que peut-être que j'aurais pas dit ça après ma première écoute, mais... Je disais pas ça après un nom. Mais tu sais, en l'étudiant, là, puis je mets des guillemets, là, je veux dire, c'est juste en portant attention un peu plus longuement, ça fait « Ah, c'est vraiment bien ficelé », puis si ceux qui aiment ce genre de film-là, néo-noir, thriller, vont vraiment triper. On continue, écoute, parce que là, dès 2015, il nous arrivait avec un autre film ailleurs, Sicario. Ouais. On est encore dans un trailer, mais là, vraiment une histoire là, qui se passe à la frontière Mexique-États-Unis avec Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin, un gros casting. On a encore Dickens qui est là. Oui, il a ouvert la machine. Il a ouvert la machine énormément. C'est magnifique. Et voilà, donc c'est l'histoire d'Emily Blunt qui est une policière du FBI ou... ouais, elle est au FBI. Et donc, elle est seule, elle n'a pas de vie familiale nécessairement, elle est très investie dans son travail, puis justement, elle, c'est un peu son quotidien là, d'arriver puis de surprendre des dealers de drogue. Puis mais au début, elle est plus dans le... Pas dealer, mais plus dans les enlèvements, disparitions. Exact. C'est plus là-dessus. Donc, elle va embarquer dans l'espèce dans un projet, dans une task force là, qui veut vraiment... Oui, qui réunit plein de niveaux, comme CIA, FBI... Ils se mettent tout ensemble. Des gens qu'on ne sait pas trop. Bénition. Donc, parce que justement, c'est un peu illégaux ce qu'ils font, parce qu'ils vont justement s'immiscer illégalement au Mexique pour essayer d'enlever, kidnapper, tuer, peu importe, un caïd là-bas. Et ça va vraiment pas mal shaker Emily Blunt qui ne sait pas dans quoi s'embarque, comprend pas vraiment le réel but de tout ça et ça va pas vraiment avec son sens moral là, aussi. Ouais. Donc, va beaucoup se questionner. Et c'est beaucoup ça, les films de Denis Villeneuve. On commence à tisser des liens, mais justement, l'espèce d'incertitude de s'embarquer dans une aventure pour essayer de trouver des réponses, nager dans l'inconnu. Confronté à un système ou à quelque chose de plus grand, en fait. Ouais.
Et encore là, ce n'était plus approuvé, mais sa maîtrise de la tension. Il commence fort. Il commence fort qu'une scène. Et d'ailleurs, parce que. Puis je vais revenir dessus parce que là, on embarque sur l'intro là, qui est folle. Ouais. Mais c'était pas l'intro originale, semble-t-il, parce que Deakins a reçu Denis Villeneuve à son podcast. Puis il disait, j'ai hâte de te reparler parce que, tu sais, Deakins, c'est la vie d'un DOP, d'un gars d'image. On fait des scènes, on fait des trucs, puis après ça, quand c'est au montage, nous autres, on n'est plus là. Puis là, on voit le film, puis c'est comme, c'était pas ça l'intro. Puis il dit au début, parce qu'il dit ce qui a été coupé, puis il n'est pas dans le film pantoute. Puis il dit, moi, j'étais vraiment attaché, genre, je trouvais ça bon, mais tu sais, il dit, en regardant le film, je fais comme, non, je comprends tout à fait pourquoi tu as coupé puis que tu as parti avec ça. T'sais. Il a voulu donner le ton. Là. Il donne un ton assez solide en partant, une tension. Dès le début. Puis, il y a de l'action, évidemment, dans ce film-là, mais après, ça prend un bon bout avant qu'il y en ait. C'est comme si, en entrevue, il disait, je voulais saisir dès le début, pour comme ça, vous pouvez savoir que ça peut arriver à tout moment après ça, puis on va jouer sur cette attente-là. Ouais. Sur, pour être comme dans la peau d'Emily Blunt aussi, qu'elle ne sait pas ce qui se passe, qu'elle l'attend. Mais nous autres aussi, on ne sait jamais ce qui nous attend à chaque détour de ce film-là. Des belles twists. Encore là, tu sais, parce qu'il fait, vu qu'il touche aux gens, tout ça, mais c'est un truc, je pense, en tout cas, je ne vois pas tant, mais qu'on ne parle pas tant de Villeneuve, mais que sa direction d'acteur. Tu sais, parce que surtout ce film-là, c'est pas un truc dramatique, mais c'est tout le temps dans une espèce de sobriété tellement efficace et forte. Tu sais, autant Emily Blunt que, mettons, Benicio del Toro, qui jouent deux personnages complètement différents, mais ça joue beaucoup dans les regards, dans les silences, tu sais, Emily Blunt qui est bouche bée, elle ne sait pas quoi dire, ou Benicio qui est de glace, qui dit rien volontairement. Seigneur Dieu, qui fait peur. Il fait peur. Il joue tellement bien. Ouais. Moi, il me terrorisait. Qu'est-ce qu'il fait, là? C'est pour qui est là. Il est tout le temps là. En tout cas. Mais moi, il me terrorise même quand il est en conférence de presse. Fait que je regardais des trucs. Quand il est au nul puis il parle pas, il a l'air de tous ses personnages. Quand il parle, il fait des jokes. Là. Mais la caméra de Deakins, il y a encore. Tu vois qu'ils ont vraiment formé un lien, lui et Denis Villeneuve. Puis Denis le laisse faire un peu plus, peut-être, ou qu'ils se comprennent mieux. Liberté, Mais il raconte tellement, tu sais, c'est comme, il raconte tellement que sa caméra, juste vers la fin, quand Emily Blunt est dans son appartement, l'espèce d'épilogue. Benicio qui la rend visite. Oui, puis mais tout est comme délavé. Tu sais, elle est habillée comme blanc, délavé, quasiment la couleur des murs est blanche et comme un fantôme complètement vidé de ce qui s'est passé. Et Benicio arrive, il est dans le noir, il est comme on voit une partie de son œil. Et puis là, quand il veut faire signer le papier, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est un champ contre champ. Fait qu'elle est comme toute blanc. Et lui est noir. Puis là, au début, il est comme cool, mais là, elle est comme en état de choc. Mais tu sais, quand il veut juste comme mettre un peu de pression, il s'avance. Puis là, son cadre, lui, il arrive du noir. Puis il fait juste comme s'imposer dessus. Puis juste comme yo, tu sais ça. C'est super bien fait, là, encore une fois. Ah ouais, tu sais, tourner dans un désert, moi, ça. C'est pas un désert, mais c'est du sable, c'est du beige. C'est son retour au désert. Son retour. T'es juste moins blanc que dans un 32 août. Ouais, ok, tu parles de Denis. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais justement, je trouve ça c'est comme un défi, j'ai l'impression, que de faire de quoi avec quelque chose d'aussi terne, tu sais. Ouais. Puis surtout un film d'action, tu sais, où il y a des scènes sombres, mais ça se passe beaucoup dans le jour, tu sais. Mettons, la scène dans le trafic, là. La scène. Tu sais, la scène dans le trafic, je veux dire, c'est peu commun quand même, là. C'est super clair. Puis là, tu as une tension pareille, des coups qui arrivent de partout. Tu es vraiment sur le gros stress dans une situation que tu n'es pas habitué de voir là, dans une scène d'action, tu sais. Oui, tout à fait. Puis vers la fin, la night vision aussi, c'est quand même bon de le mentionner. Je pense qu'ils sont allés all out avec une vraie night vision. Oui, puis tu le vois quand ils filment les shots que l'équipe, quand ils se préparent et s'en vont, là, tu le vois que le soleil est quasiment plus là, puis ils filmaient. Là, mais ce plan-là, il est magnifique. Il est tellement, quand ils descendent la côte. Oui, là, tu vois juste des contre-jour, des soldats. Là. Puis eux, ils disparaissent parce qu'en bas, vu que c'est tellement sombre, la butte est noire. Fait quand ils descendent, on ne voit plus rien. Ça m'a un peu rappelé Full Metal Jacket. Là. Il y a un peu dans la deuxième partie du film, là, on est vraiment dans la guerre. Tu as beaucoup dans cette lumière-là, ou du moins complètement sombre, mais avec
des explosions puis du feu qui font en sorte que les personnages sont contre-jour. Ouais. Ça me rappelait ça. Mais oui, c'est super beau comme plan. Puis après ça, on est vraiment dans le gros grain parce que c'est ça que ça a l'air. Si tu t'en vas dans un tunnel, là. Mais tu n'auras pas une vision super belle. Alors, puis ils te font vivre exactement l'effet d'avoir ces lunettes-là puis de rentrer en une place. C'est comme essayer de trouver quelqu'un. Oui, c'est ça. Le sentiment d'étouffement ou d'agoraphobie. Ouais. Mais je sais que toi, tu as vu la suite. Moi, j'ai écouté le 2 avant le 1. Ah, ça, c'est terrible. Je me suis trompé. C'est terrible. Mais moi, j'ai écouté tantôt juste l'intro. Mm-hmm. J'ai écouté comme les 3 premières minutes, puis j'étais comme arc. Arc. C'est genre, tu sais, le jour et la nuit. Entre la réalisation, je parle. Au niveau de réalisation, la réalisation, c'est vraiment différent. Ouais. Au niveau de comment mettre en place, tu sais, si tu analyses les 2 intros, là, je parle pas, overall, peut-être que le film se place, puis on revoit 2 personnages, Josh Brolin puis Benicio del Toro. Peut-être c'est parce que ce scénariste-là, je l'adore, il est très bon en scénarisation. C'est son premier film, Taylor Sheridan, son premier scénario, c'est le premier Sicario. Ouais. C'est ça, puis j'ai vu d'autres films qu'il a écrit après, puis que j'adore sa plume à la base. Fait que je doute pas que l'histoire est intéressante. Je fais juste comparer l'intro de Sicario et de Sicario 2. Ouais, The Day of the Soldado. Parce qu'il était supposé de s'appeler Soldado tout seul, mais les posters, des fois, ils ont peur. Il faut qu'ils remettent le nom Sicario. Mais l'intro était tellement pas climatique. Il n'y avait pas de... J'étais comme, OK, l'hélicoptère qui flotte, puis il n'y a pas la On est plus classique d'action. Ouais, c'est ça. Oui, évidemment. Fait que j'étais comme, moi, non. C'est ça. Ça m'a réconforté de ne pas l'avoir vu. On poursuit 2016. Oh boy. Arrival, premier film de science-fiction de Denis Villeneuve, qui est peut-être son film le plus poétique, le plus beau. Là. En tout cas, il est vraiment magnifique. Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. Et dans un plus petit rôle, mais un acteur que j'aime beaucoup, Michael Stuhlbarg. Que j'aime beaucoup. Il faisait un Serious Man des Coen, puis plusieurs trucs, Call Me By Your Name. J'aime beaucoup cet acteur-là. Mais bref, c'est ça, un film de science-fiction, mais qui est très humain comme film de science-fiction. Hein? Ouais. On n'est pas dans, oui, des extraterrestres. Mais c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un film de communication. C'est un film de rentrer en contact avec des étrangers, avec des gens qu'on ne comprend pas. Le synopsis est magnifique. Là. C'est vraiment 12 vaisseaux qui, à 12 endroits sur la planète, s'atterrissent au même moment. Quelque chose d'immense, là, vraiment gros, dont un sont au Montana, je pense. Moi, je pense que oui. C'est une linguiste qui va être engagée pour aller à leur rencontre et communiquer, savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Et voilà, c'est ça la prémisse. Mais on n'est vraiment pas dans un film de science-fiction normal. C'est comme c'est tellement, je sais pas, du néo-science-fiction. Je ne sais pas comment le dire. Parce que, tu sais, au final, c'est un drame. C'est juste que... Oui, c'est un drame humain. C'est un drame humain. C'est juste qu'il y a de la réflexion science sur l'humain. Mais je pense que la science-fiction, à la base, la bonne science-fiction, pas celle qui est bonne aussi, là, mais que Hollywood a pris. Mais tu sais, la science-fiction des Isaac Asimov puis les plus littéraires. Ben, c'est souvent pour parler de la condition humaine. C'est une façon plus spectaculaire de faire un miroir sur notre société actuelle. On parle de robots, de plein d'affaires. Mais c'est pour voir comment l'homme... OK, si on change une technologie, s'il y a une nouvelle affaire... Comment il va s'adapter, comment il va réagir, comment... L'invasion d'extraterrestres, ils viennent ici, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Fait que là, c'est toutes les craintes humaines. On met ça sous la loupe. Puis, ultimement, tout ça n'est qu'un prétexte à une histoire qui est tellement belle. Ouais. Moi, je vais m'avancer. C'est mon film de Villeneuve. Moi, je me doutais que ça allait être ton préféré. C'est une ride émotive. Exactement. J'ai réécouté la fin, parce que je l'ai vu, j'avais déjà vu 2-3 fois. Puis juste tantôt, je fais OK, je me retape la fin. J'ai écrit à Max, puis je pleurais. Les larmes me coulaient sur les cuisses. Là. J'étais comme, ça fait 4 fois que je vois la fin, puis je suis comme... c'est tellement un beau film. Et encore une fois, là, ça maîtrise la tension de comment il prend son temps. Ça prend quoi, 20 quelques minutes avant qu'on voit les extraterrestres? Ah oui, c'est long.
Ben, c'est long, ouais, c'est pas tout de suite. Là. Ça prend un temps, on sait qu'ils sont là. Toute l'entrée dans ce vaisseau-là, la gravité inversée, visuellement, c'est un spectacle. Bien, le son, évidemment, je pense que ça a gagné meilleur montage son. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un Québécois, en plus, qui a gagné. Cool. Et Denis Villeneuve, nominé meilleur acteur. Meilleur acteur. Meilleur réalisateur. Il est incroyable. Il est incroyable dans le rôle de Costello, l'extraterrestre. Non, mais comme réalisateur et premier Québécois à être nominé dans cette catégorie-là. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est un spectacle visuel, les plans inversés, marcher au plafond. C'est montré vraiment de façon originale pour que ça soit poétique, ça soit beau. C'est peut-être un de ces films qui a le moins de chaos aussi, là. Il y a une beauté, on parle de la communication, il y a une douceur, exactement. Le jeu de la musique. Ouais, la incroyable. Musique de Johan Johansson. Johansson, oui, c'est ça. Qui a fait aussi Sicario, je pense. Mais c'est vraiment beau. Ouais. Puis c'est ça, c'est que c'est un lien avec la vie. Des fois, on se pose des questions sur d'où on vient. Des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'univers. Mais ultimement, ce qui est important, c'est pas ça. C'est les plus petits rapports humains. C'est la petite histoire dans la grande histoire. On parle de l'humanité, mais on parle de l'intimité en même temps, grâce au personnage d'Amy Adams. À travers elle, il y a de quoi de beau avec ses mémoires, ses souvenirs. Là, je ne sais pas si on veut rentrer dans d'autres spoils, mais j'imagine que les gens l'ont vu. Mais juste dire que ça vient d'un livre, ce truc-là. Oui. Oui, Story of Your Life. Je n'ai pas l'année, mais c'est ça, c'est un roman. Story of Your Life. J'aime mieux Arrival. Mais, comme titre? Oui. Ouais. Parce qu'il il a changé le titre parce qu'il a joué avec l'histoire. Puis, tu sais, souvent quand on dit les adaptations de livres, c'est parce que lui a vraiment fait comme, OK, le livre était plus linéaire, il était plus explicatif de tout. Puis lui, il a fait comme, le cinéma, c'est un médium de temps. Fait que moi, je peux faire ce que le livre ne pouvait pas faire. Ouais. Puis il s'est mis à jouer avec tout ça. Il s'est mis à faire, c'est ça, le truc que je veux inverser des trucs là, dans la temporalité. Ouais. Voilà, il voulait jouer avec cette loupe-là parce que c'est le propre du cinéma. C'est de jouer avec le temps, de le dilater ou pas, puis de nous faire perdre les repères. Pas qu'on ne peut pas le faire dans la littérature, mais qui se prête bien. Là. Très bien, puis il a catché cette loupe-là. C'est pour ça qu'ils ont fait, on va changer de titre. Ça devient comme notre truc. C'est plus large, puis en même temps, ça en dit beaucoup. Tu sais. Ouais. Écoute, on y va maintenant avec Blade Runner 2049. 2049. Il fallait que je réfléchisse. 2049. 2049, sorti en 2017. Donc, inspiré de l'univers du roman aussi, à la base. Do Androids Dream of Electric Sheep, paru en 68. J'adore le titre de ce roman-là de Philip K. Dick. Et qui a donné lieu au film de Ridley Scott en 82. Peut-être le film ou un des films préférés à Denis Villeneuve. Il l'avait dit souvent, même avant d'être dans le projet officiellement. C'était un de ses films préférés. Ça me déçoit de Villeneuve, en fait. Toi qui n'aimes pas Blade Runner, mais moi, je l'aime beaucoup, ce film-là. Puis, tu sais, l'autre film préféré qu'il citait beaucoup, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Fait que, tu sais, il aime beaucoup la science-fiction. Il avait hâte d'en faire, je pense. Puis c'est la science-fiction qui est aussi philosophique. Oui, bien, ça, c'est sûr. Donc, ça allait de soi qu'on lui propose ça. Peut-être que c'est arrivé tôt dans sa carrière, là, mais il ne pouvait pas refuser cette offre-là, bien qu'il savait que c'était casse-gueule puis qu'il y a plein de monde qui l'attendait avec un bat de baseball. Mais il voulait le faire dans le respect de la première œuvre puis aller en continuité. Puis je pense que c'est le scénario qui l'a fait aussi confirmer qu'il voulait le faire parce que moi, je trouve le scénario vraiment bon puis vraiment différent aussi du premier. Bien, c'est dans la continuité, mais on ne répète pas. On s'en va ailleurs. Tout est logique. Donc, c'est vraiment un bon exemple de reprendre un classique ou tout simplement une suite, point, là, peu importe les sequels. C'est un bon exemple. C'est un peu comme ce que peut-être les Star Wars n'ont pas réussi à faire. Bateau. Ouais, non. Mais en même temps, Blade Runner n'avait pas à vendre des jouets, des T-shirts et des boîtes à lunch pour
renflouer les coffres de Disney. C'est parce qu'on part d'un autre personnage, on part de par Gosling. Ryan Gosling, qui est un Blade Runner, donc policier Californie, qui est aussi un autre, comment on les appelle, un répliquant, mais d'une nouvelle génération plus évoluée. Ouais. Et donc, lui, son but, c'est d'éliminer les vieilles générations de réplicants. Il va tomber sur une boîte des ossements enterrés qui prouve que des anciens réplicants ont pu donner la vie. En tout cas, du moins, il y a un exemple précis. Ouais. Et c'est le personnage de Rachel dans le 1. Donc, il va être sur sa trace, mais aussi sur la... Elle est morte, mais sur la trace de sa progéniture, donc de sa fille ou son fils, et va devoir retrouver Deckard, qui est joué par Harrison Ford. Donc, et qui arrive dans la dernière heure du film, sur un film de 2h45. Ouais. C'est aussi ça qui est cool, bien que je l'aime, cet acteur-là, mais ça reste que on fait vraiment un nouveau film. Puis on installe, on est ailleurs avec un nouveau visuel qui est en concordance avec le premier. Mais là, vu qu'on est plusieurs années plus tard, ça a évolué, évidemment. Avec toute la technologie, là, c'est magnifique. Ouais. Et après ça, paf, on la rencontre avec Deckard. Puis c'est ça, c'est comme si les deux films se rencontraient. Ouais. Mais en fait, ils ont fait un inverse Indiana Jones 4. C'est ça, je comprends. C'est ça que j'ai pas vu. C'est ça, c'est comme on va surexposer Harrison Ford. Le nouveau va être comme là, mais tassé, puis il sert à rien. OK, c'est ça. Il y a un autre acteur qui fait un c'est Shia LaBeouf, qui fait son fils. Mais comme c'est peut-être lui, mais il fait rien. Puis il sert à rien, finalement. Il sert à rien, puis c'est Indiana Jones qui est là tout le long. Mais là, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris le nouveau et ils ont construit le truc. Encore là, Deakins... ben là, il a gagné son Oscar. Là, il était temps. Puis écoute, moi, il y a la scène qui m'a surexcité. Ben, en tout cas, on va parler de la lumière, mais tu sais, au début, quand il rencontre, je ne sais pas le nom du personnage, mais c'est Dave Bautista, là, l'ancien lutteur. Lui, il a gagné. Comme il était dans les Marvel, puis là, il est rendu dans Blade Runner, puis il est excellent dans la petite scène qui est là, puis il est très bon. Mais la lumière est tellement belle dans l'appart, l'espèce de petite juste clarté qui rentre par les fenêtres. Puis comme... Puis t'as l'espèce de le hall d'entrée qui est tout orangé, jaune, là, avant qu'il rentre dans l'appartement, la maison, super sombre. Puis il y en a un combat là-dedans. Mais tu sais, Deakins, c'était déjà placé avec Skyfall de jouer de faire des... OK, on va faire un truc de combat, mais on va... On s'en fout. Parce que, tu sais, souvent, dans les films d'action, ils oublient, tu sais, Fast and Furious, tout ça, mais c'est que ils font comme, OK, c'est un film d'action, il faut que ça bouge. Ah, c'est ça. Mais ce mouvement-là, c'est jamais vrai. Tu sais, l'espèce de les chars qui passent. C'est pas vraiment... C'est pas le fait que ça va vite, que ça crée une tension puis un build-up dans ta scène. Tu sais. Puis Deakins, lui, ben, il est juste comme, OK, mais je vais vous filmer bien straight, bien très droit, très... ça shake pas. Puis là, c'est là que l'action a plus son sens, tu sais, je trouve. Mais la scène, c'est vers la fin, quand là, Jared Leto avec Harrison Ford, là, la salle avec de l'eau partout. Là. Ah, c'est beau, ça, c'est clairement... Moi, j'étais dans la salle, puis genre, j'ai quasiment applaudi. Puis j'étais comme... C'était clairement, Villeneuve a fait à Deakins, fais ce que tu veux. Carte blanche. Carte blanche, c'était... Parce que Deakins, il est quand même sobre normalement. Tu sais, lui, c'est tout le temps story first. Simplicité. Il parle beaucoup de ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais vraiment gagné l'Oscar. Il a été nommé comme 16 fois. Parce que c'était tout le temps des affaires bien tape à l'œil, Le Revenant, puis des trucs bien CGI, bien colorés, bien trucs. Il y a 3 ans, il y a 3 ans de suite que ça a été... j'étais fâché. Life of Pi. C'est un dude sur un canot fond bleu. Ils font une meilleure photo. Ils ont mis un spot de sa face. C'est quoi? Mais moi, je parlais pas de lui. Je parlais d'Emmanuel Lubezki qui a fait Gravity. Qui a fait, c'est ça, The Revenant. En tout cas, il a gagné 3 ans de suite. Puis donc, il a gagné contre Deakins 2 fois dans ces 3 ans-là. Où je m'en allais. Mais cette scène-là, ça sentait « Donnez-moi mon putain d'Oscar ». C'était all over the place, mais c'était magique. T'as la clone de Rachel qui avance et est en contre-jour aussi, avec justement le orangé qui va s'avancer. Qui tourne autour d'eux parce que t'as tout le temps comme l'ombre qui se déplace autour de la face de Harrison Ford. Puis j'étais comme, what the fuck? C'était magique tout ça. Mais moi, ça rendu là, ça n'a plus besoin d'être solidifié, mais moi, j'ai vraiment hautement détesté Blade Runner et j'aime vraiment pas Ridley Scott. Alien, c'était nice.
Mais c'est ça. Le reste, je suis comme, OK, whatever. La plupart Puis l'affaire, c'est que Ridley Scott, il a des passes droits, ce gars-là, c'est fou. Là. Il y a eu tellement de flops dans sa carrière. Ouais. Plus que la majorité, mais tout le temps, il a surfé en tabarouette sur Alien. Évidemment. Blade Runner. Il a justement pas fait Blade Runner 2049 à cause de ça. Il était supposé le faire. Il a fait Covenant, là, Alien Covenant. Non, mais il a scrappé Alien en voulant refaire Prometheus. Puis il a tout scrappé ce qu'il avait mis. Ouais, ben c'est ça. Mais pour moi, Ridley Scott, c'est ça. C'est 3 films. Là. C'est Alien, Blade Runner, puis Thelma et Louise. Là, je veux dire, puis j'ai pas vu Gladiateur. Mais... Gladiateur, j'ai détesté. Sûrement que les gens vont faire comme... J'ai détesté. C'était inintéressant. Mais je trouvais justement que Villeneuve, là, tu fais comme, oh shit, OK. Tu sais, comme, il est vraiment en contrôle de comme l'histoire, puis de... Tu sais, il y a un pace lent, là, tu sais. Parce que c'est pas une affaire de lenteur, tu sais, parce que Blade Runner, c'est lent, il se passe à rien, mais dans 2049, c'est lent, c'est 2h45. Mais c'est bon, parce que c'est la tension qu'il est capable de mettre que je trouve que Ridley Scott n'est pas aussi bon pour te garder à une scène qui se passe à rien. Ben c'est ça, comme, oh shit. Ça. Lent, mais toujours accroché. Ben oui. Tu sais, quand il va, juste avant qu'il arrive pour rencontrer Deckard, ben justement, quand il rentre de cette espèce de, comment tu appelles ça, l'espèce de, c'est un fin fond de je sais pas quoi, là, tu sais, puis il va juste marcher et voir des grosses statues immenses, le décor est magnifique, mais super brumeux, avec la musique juste parfaite, qui est Hans Zimmer. Ouais. Il se dit rien, il n'y a pas de dialogue, il y avait un méchant bout, il va rentrer, il va finir par le rencontrer, mais là, ils vont se battre. Mais tout ça, ça prend du temps avant qu'il arrive, puis tu es accroché. C'est parce que là, tu as dit, ils se battent. Il m'est revenu une anecdote. La scène qu'ils se battent, c'est dans un pseudo-bar cabaret. Avec hologramme d'Elvis Presley. Oui, un hologramme, c'est ça. J'ai oublié l'hologramme, mais tu sais, c'est très là, des spots de show, puis c'est noir, puis t'as comme des gros spots. Ouais. Et il y a une scène, en fait, une des takes, que Harrison Ford a frappé pour vrai Gosling, parce que le spot, il est arrivé direct dans les yeux quand il a lancé. Fait qu'il il a vu blanc, il a juste soigné. Puis ça a l'air. Puis on va mettre les photos, je vais te les retrouver, parce que dans un talk show, ils en ont parlé. Puis il y avait la photo du moment où il frappe et la face d'Harrison Ford est comme. Puis l'autre qui est comme, tu vois, qui était knocké. Puis Gosling qui disait comme, tu sais, il dit tout le temps, ne rencontrez pas vos héros. Moi, je vous dis, ne vous faites pas frapper par eux. Ouais. Mais Harrison Ford s'est fait pardonner, il a payé une bouteille de whisky. Ouais, c'est ça. Lui, dans l'anecdote. Là, Villeneuve, là, il a rentré dans le Panthéon. Ah oui, officiellement. Parce qu'il a nailé... Un classique. Un classique. Même, il a dépassé le premier. Ça, c'est... Dans ma tête, tu ne me diras jamais le contraire. C'est meilleur que le 1, puis c'est comme... Ouais, mais je suis d'accord. Moi, j'aime le 1, mais je pense que c'est meilleur aussi. C'est ça. Et puis, de réussir ça, d'avoir dans les mains ce gros paquebot-là qui aurait pu être très casse-gueule. Évidemment. Ce qui fait que là, c'est pour ça que tout le monde est bien excité pour Dune, parce que tu te dis, bon, c'est Dune, OK, ils l'ont fait une fois, Lynch, ça n'a pas marché. J'adorais ce qu'il voulait le faire, c'est bien trop flyé son affaire. Puis ça, moi, je connais pas tant Dune, mais de ce que je lis, ça a l'air tellement gros, complexe. C'est comme 4-5 livres, je ne sais pas combien. Plusieurs livres. C'est immense, puis c'est beaucoup trop. Tu sais, puis c'est ça le problème. Il va falloir que tu fasses des choix. Fait que là, ça va-tu fâcher les puis fans? Parce que ça a l'air d'être un livre qui est énormément dans l'explication. Puis c'est souvent ça le problème. Tu sais, OK, c'est science-fiction, mais on dirait que c'est comme un peu dans la Lord of the Rings. Tu sais, c'est qu'il y a une méga mythologie. Mais cette mythologie-là, dans les livres, est expliquée. Fait que c'est des pages d'explication. Fait que c'est sûr que tu peux pas faire ça au cinéma. Puis c'est plus compliqué de comme exposer les affaires. Parce que dans un livre, tu peux, si tu aimes le genre, tu vas ça te dérangera pas 2-3 pages de juste comme expliquer un truc. Ouais. Mais là, au cinéma, ils vont prendre 3 minutes pour faire comme alors, telle chose et telle. Non, c'est ça. Fait, en tout cas, je suis curieux pour la suite des choses. Puis moi, ce qui me rend vraiment heureux, tu sais, c'est qu'il a atteint le statut. Tu sais, quand il y a des bandes annonces, souvent, bon, tu as le premier film, ils vont mettre l'accent sur quand tu as un premier hit, le deuxième, c'est comme du réalisateur de. Et maintenant, c'est de Denis Villeneuve. Alors, chapeau à lui.
Vraiment, mais je pense qu'il va pouvoir s'attirer encore plus de les acteurs qu'il veut ou les collaborateurs qu'il veut, les directeurs photo, si c'est pas Deakins ou les compositeurs. Les gens vont vouloir travailler avec lui, tu sais. Ouais. Écoute, ça finit l'épisode, je pense. On a fait le tour. Faites le tour. Écoute, c'est tous les films de Villeneuve. On n'a plus rien à dire. C'est la première fois qu'on parle de tous les films d'un réalisateur, surtout qu'un réalisateur qui en a 9. Donc voilà, on fera un épisode part 3 dans 10 ans parce qu'à vitesse qu'il va, on va avoir un autre 5-6 films à parler. Ouais, c'est ça.